Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine, celui de la semaine 39, qui s'est écoulé du 22 au 28 septembre. Ça fait bizarre de se dire qu'on est aussi à jour. Même si au niveau du fonctionnement, je suis moins convaincu. J'avais enregistré l'épisode de la semaine dernière le lundi pour le dimanche, donc j'avais beaucoup d'avance. Même si on n'aurait pas dit parce que j'avais oublié que j'avais mal mis en ligne l'épisode et qu'il manquait le titre et la description et donc le découpage. C'est des choses qui arrivent. Et là, on est dimanche, 13h30. L'épisode sort dans 1h30. J'ai pas enregistré encore parce que je me suis pas motivé à le faire cette semaine. Et donc normalement, je dois vous parler de la semaine 22 à 28 septembre, dans ma vie aussi. Mais comme il y a eu une autre semaine entière quasiment dedans, on risque d'avoir des petits mélanges ou des petits oublis. Mais ouais, la semaine du 22 au 28, il me semble qu'elle a été difficile pour moi. C'est celle où je me suis senti comme un zombie toute la semaine. Je dormais bien toutes les nuits, mais j'étais dans une fatigue constante. J'ai fait des siestes lundi, mardi et mercredi soir, euh, vers 21h30 à 22h30, une bonne grosse demi-heure. Après, je me réveillais, je faisais bon, à la douche, puis au dodo, et je m'endormais direct. Ce qui n'était pas particulièrement fun et plutôt inquiétant sur ma santé. Jeudi, ça allait. Vendredi, j'ai fait une sieste dès 17h dès que je suis rentré. Et samedi et dimanche, ça allait. Mais c'était pas hyper motivant et hyper énergique comme semaine, on va pas se le cacher. La preuve dans mes découvertes, parce que j'ai fini un comics le mercredi, sans doute dans ma pause repas, et j'ai lu 3 mangas le dimanche. Donc niveau énergie, tout ça, c'était compliqué. Mais le week-end a été très cool, parce que c'était la semaine des championnats du monde d'escalade. Oui, je parle que de ça. Oui, il faudrait que je devienne influenceur escalade plutôt qu'influenceur artistique comme ça. Ok, ça a du sens, ouais, de dire ça. Championnat du monde, donc qui permettent de dévoiler les champions du monde pour 2 ans. Il y a 2 ans, à Berne en 2023, les Français en bloc avaient fait deuxième côté filles avec Oriane Berton et deuxième côté garçon avec Mejdi Schalk. Et là, j'ai regardé surtout le bloc, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais, c'est ce que je préfère regarder. Donc la vitesse et la difficulté, hop, derrière. Et j'ai regardé les demi-finales au réveil samedi et dimanche, et les finales vers midi. Et les deux finales ont été trop bien. Pleines de suspense, pleines de gros niveaux, et les deux terriblement cruels pour les Français et Françaises, que sont à nouveau Oriane Berton et Mejdi Schalk. Ils avaient tous les deux leur finale bien en main, où ils avaient de l'avance sur les monstres de leurs disciplines respectives. Donc, Yania Garnbret, la Slovène, côté femme, et Sorato Enraku, le japonais, côté homme. Et donc, les voir faire des erreurs, c'est pas commun. Alors, les voir faire des erreurs avec, en plus de ça, les Français qui n'en font pas, t'es assez surpris en mode wow, on a toutes nos chances à jouer. Et nos deux Français sur le dernier bloc qui est impossible ont raté à très peu de choses près, pendant que leurs monstres respectifs sont les seuls à avoir réussi. Ce qui ont fait 2 médailles d'argent très cruelles, mais des finales passionnantes à suivre. Voilà, c'était sans doute le highlight de ma semaine. Après une semaine bien compliquée. Mais bref, j'ai eu le temps quand même de lire 4 œuvres cette semaine-là. Un comics, le dernier Marvel Must Have de mon mois de septembre. Et les 3 dernières sorties manga de mon mois de septembre également. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, ce que vous pensez des œuvres dont je vais parler dans cet épisode, ce que vous avez découvert pendant la semaine du 22 au 28 septembre. Bon visionnage. Tout d'abord, j'ai lu le Marvel Must Have sur Marvel Boy, sous-titré Hello Monde Cruel. Il s'agit d'une histoire présentant les origines et les premières aventures de Marvel Boy,
qui est sorti juste après les premières aventures de Sentry, dans la logique de cette édition-là pour l'instant. Et autant Sentry, c'était une très bonne découverte avec un personnage intéressant et qui a de gros questionnements sur sa personne, ses actions, est-ce que c'est d'être un bon humain. Autant là, c'était pas une grosse réussite comme découverte. Je n'ai rien retenu pendant ma lecture. Et donc si dès la lecture, tu pas dedans et tu pas à retenir quoi que ce soit, ça va être plutôt compliqué pour être attaché à ce qui se passe, on va pas se le cacher. Parce que, ben, je trouve les personnages, leurs actions, leurs choix, l'univers, plutôt compliqués à suivre et pas particulièrement intéressants. On a beaucoup de termes différents et inventés pour l'occasion, idem pour les personnages, et tout ça d'un seul coup, ça fait énorme. Alors oui, on nous change un peu la situation parce que Marvel Boy est un anti-héros. Dans l'univers Marvel, il y en a pas encore des masses. Et les auteurs le présentent souvent dans les textes qu'ils ont écrits autour comme le Namor de l'espace, en plus rebelle. Mais je trouve qu'on se rend pas compte de quoi que ce soit. On se rend pas compte que c'est un anti-héros, et on se rend pas compte qu'il est particulièrement rebelle. Le personnage est assez détaché de tout, et ouais, il est rien, plutôt, dirions-nous. Et c'est assez dommage. Et en même temps, euh, aucun personnage ne l'aime au sein de l'univers dans lequel il est. Pourquoi et comment serait-il possible que moi, je l'apprécie? J'en ai lu et vu pas mal des origin story au fur et à mesure. Peut-être que on peut en avoir marre des origines un peu classiques, on a déjà vu 1000 fois, découverte du pouvoir qui permet de se libérer de sa vie de base. OK, peut-être. Mais là, ben, c'est inintéressant. On n'a rien à quoi se raccrocher. Le personnage est chiant, le contexte est compliqué à suivre, les personnages secondaires sont inexistants. C'est pas un bon moment. Personnage, si on pousse un peu plus loin son côté anti-héros mais rebelle à la fois, peut être un ajout sympathique au sein d'une ou plusieurs équipes, pourquoi pas. Mais en tant que solo, ça me donne pas spécialement envie d'en apprendre plus. Le seul élément que j'ai bien apprécié, c'est autour du père toxique qui est au milieu de l'intrigue, duquel Marvel Boy fait tout pour libérer sa fille. Relation compliquée, menaces physiques et verbales dans tous les sens, juste pour garder un peu de pouvoir et d'autorité parce que t'as un caractère de merde. C'est plutôt intéressant et bienvenu. D'autant que ça permet de libérer ça, même s'il le fait pas de la bonne manière parce qu'il est pas non plus hyper vertueux. Mais c'est un peu intéressant, parce que ça reste des personnages assez, dirions-nous, et qui interagissent et se font évoluer les uns les autres. Mais sur le reste, on a des références d'autres héros, mais ça, bah, ça reste des références et ça apporte pas grand-chose. Et sinon, bah, j'ai pas passé un bon moment. Mais au vu de ce qui arrive, de toute façon, c'est un peu la thématique de l'épisode, et qui était déjà un peu le cas du précédent. Donc peut-être qu'à un moment c'est inquiétant sur soit mes choix de lecture, soit mon état d'esprit actuel global. Je me demande bien lequel des deux est touché. Mhm. C'est les lectures, hein. Il y a un truc que j'ai adoré dans la semaine 40, vu que je sais qu'elle est terminée et je sais dont on va parler dans le prochain épisode. C'est les lectures qui sont pas bonnes. En parlant de lectures qui ne sont pas bonnes, j'ai lu le volume 110 de One Piece, et à l'instar de JDG, je dirais One Piece me fatigue. Mais genre vraiment. Et c'est fou, c'est arrivé d'un coup sans transition à partir du pays des Wa. Jusque-là, même les arcs qui faisaient débat, genre Thriller Bark ou Scapella qui sont un peu mous, moi c'est mes préférés. Euh, Même les arcs du Nouveau Monde que les gens trouvent longs ou redondants, comme Dressrosa ou Punk Hazard, moi je les aime beaucoup. J'ai même pas de grief spécialement contre l'île Tugato.
Jusque-là, le seul élément que j'aimais pas, c'était la guerre au sommet, que je trouvais, compliquée, chargée et pas forcément, tout le temps pertinente. Et malheureusement, c'est les points que je retrouve, dans Le Pays des Oies et maintenant dans Egghead. Il veut faire avancer l'intrigue globale de son manga, il met tous les sujets et tous les passages en même temps, donc il y a rien qui est agréable à suivre. Il y a plus de personnages qui évoluent ou qui sont intéressants et bah, c'est pas ça que je recherche de One Piece. Moi, c'est l'aventure, c'est des persos attachants, pas juste, tout le monde est rassemblé au même endroit pour essayer de dévoiler des secrets et que ça prenne, un volume entier pour rien. Et là, c'est le cas. Il y a tous les sujets en même temps, donc tout est long. Entre le début et la fin du volume, les situations sont très proches. Tout le long, les personnages veulent fuir de l'île. Tout le long, il y a le message de Vegapunk qui est diffusé. Tout le long, il y a les doyens qui sont insupportables et inintéressants. Juste des gros monstres sans beaucoup de conscience et sans d'intérêt qui attaquent un peu tout et poursuivent les Mugiwara. Et tout ça, ça fait que ça avance pas. En plus de ça, ouah, putain, que c'est verbeux. Vegapunk fait son discours, il a des secrets à dévoiler, mais il se traîne le cul, il parle pendant 1000 ans, c'est insupportable. Et en plus de ça, je trouve les dessins particulièrement chargés et assez peu lisibles. Et c'est très désagréable. Et pendant toute cette poursuite et toutes ces informations, on fait le tour de 1000 personnages qui n'apportent rien, qui sont échangeables au possible, parce que One Piece, depuis le pays des Wa, n'a plus de personnages. Alors que c'est le manga qui en a le plus. Il y en a le plus physiquement, mais au niveau des émotions et du cœur, il n'y en a plus aucun. Ah, je trouve ça perturbant de fou. Et surtout, ce qui me questionne le plus, c'est que normalement, lire en chapitre sur Manga Plus, c'est quelque chose qui peut être OK semaine après semaine, mais qui prend encore plus son sens et son intérêt en volume relié, en lisant 11 d'un coup, qui les rend donc plus digestes, plus agréables, plus dans un environnement complet. Là, j'aimais pas sur Manga Plus cette partie-là, et 11 chapitres d'un coup, ah, c'était désagréable. Ouh! Oh oui! C'est pas un volume que je vais apprécier grandement, je pense. Parce qu'au final, les seuls éléments que je retiens et que j'apprécie dans ce volume-là, c'est encore Stussy et Kaku, qui sont les seuls qui sont vraiment des personnages, à se demander quelle doit être leur mission, est-ce qu'ils ont bien fait de trahir leurs amis, est-ce qu'ils peuvent pardonner. C'est les seuls qui ont des sujets personnels et intéressants, même si du coup bah, c'est un peu redondant vu que c'est ce qui traîne depuis quelques tomes déjà. En même temps, qu'est-ce qui n'est pas redondant en ce moment de One Piece vu le rythme global de l'intrigue. Et évidemment, Vegapunk qui se libère un peu du poids de bon scientifique du gouvernement qu'il a eu jusqu'ici et qui lui a causé beaucoup de problèmes au niveau de sa psychologie qui ne correspond donc pas trop à ce à quoi ressemble le gouvernement dans One Piece. Mais hormis ça qui fait un peu apparaître des personnages, le reste est terriblement long, lent et lambda. Je suis dur avec One Piece, parce que ça a été un grand moment de ma vie, et ça reste toujours grand, hein, 110 tomes, c'est immense, et ça fait 15 ans. Je suis à jour depuis le début de l'arc de l'île des Hommes Poissons. Donc ça fait quasiment 50 tomes. Donc ça reste quand même une partie importante de ma vie de lecteur et de ma vie tout court. C'est pour ça que je suis difficile, et que j'en demande beaucoup. Mais bah, surtout ce qui me questionne, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis le pays des Wa? Où es-tu One Piece? One Piece me fatigue. Et on accueille ma meilleure lecture de la semaine, qui brille par sa magnifique note moyenne de B. Ah yes! Trop bien cette semaine, wouh! Ça on va lourd là! C'était The Elusive Samurai, tome 17. The Elusive Samurai d'ailleurs, avec un bon Z là. Euh, c'est un manga que j'apprécie pas mal sur Manga Plus, parce que j'aime beaucoup le style et l'univers de Yusei Matsui, même si c'est largement son moins bon des 3 mangas qu'il a pu faire. J'aime bien l'ambiance globale, j'aime bien le rythme global.
C'est rarement dans mon top de chapitres de Manga Plus, mais c'est rarement dans mon flop non plus. C'est genre moyen bon, et là, c'est juste moyen. Je sais pas si c'est parce que ça fait beaucoup d'un coup, et que ça fonctionne mieux chapitre par chapitre avec, des petites touches, ou si c'est juste un passage que j'avais déjà moins apprécié de toute façon sur Manga Plus, je ne sais plus, vraiment. Mais là encore, je trouve que le tome est un petit peu lourdingue. Il a plein de bonnes idées tout le long, mais je ne sais pas comment, je trouve que tout ensemble, ça fait assez lourdingue et mal assemblé. J'aime beaucoup le fait que le personnage de Natsu, donc la ninja qui les a rejoints le plus récemment, est enfin libérée de son emprise mentale et peut faire enfin partie à 100% du groupe. Elle était acceptée par tout le monde, c'est elle qui avait pas compris qu'elle était acceptée. C'est ce blocage-là qu'elle avait. Et j'aime beaucoup comment Genba fait ça à chaque fois de manière stupide, qui met mal en valeur les gens, mais qui en même temps montre sa stratégie et le fait qu'il fait ça caché pour que les gens puissent s'accepter par eux-mêmes et pas parce que lui les accepte. C'est une belle façon de faire, je trouve. On nous crée une grosse défaite pour notre personnage principal contre son ancien maître devenu méchant. Mais bon, il y avait déjà un gros passif entre eux, c'était pas la peine de se faire éclater la gueule pour qu'il ait une revanche à prendre. Mais c'était important pour justifier son changement d'orientation quant au traitement de ce personnage. Il avait peur de lui faire mal parce que c'est son maître et ben il veut pas le tuer non plus. Mais en même temps, ben il est 100% dangereux et réussir à l'arrêter, ça serait montrer qu'on a accepté son enseignement au maximum et qu'on est prêt à tout pour le surpasser, lui montrer qu'il a tort et le sauver. Mais il faut que ça passe par un gros échec pour qu'il s'en rende compte. J'aime bien aussi comment Akiie, le grand frère actuel du personnage principal, le traite, en lui montrant beaucoup de respect et d'amour, mais en étant à la fois très dur, très didactique. Il est hyper complet et très intéressant du coup à suivre. Et en face de ça, qui est plutôt bon du côté des protagonistes, on suit un petit peu le groupe adverse, qui est composé de la famille de Takaoji et des Ko. Et on sent un peu des dissensions qui commencent à pointer le bout de leur nez. En même temps, c'est comme ça que ça marche. On est allié le temps de monter en puissance et de récupérer le pouvoir, mais une fois qu'on y est-ce qu'on n'est pas un peu trop nombreux à avoir le pouvoir en même temps? Est-ce que ce serait pas une bonne idée de mettre sur la gueule? C'est les trucs classiques du pouvoir, mais ça marche bien, parce que pour l'instant c'est que la mise en place des dissensions, et ça reste assez subtil et intéressant. Mais malheureusement, malgré toutes ces bonnes idées, le volume traîne globalement sur une guerre d'usure et de fatigue, et c'est pas le plus intéressant à suivre et à raconter, vu qu'on voit pas non plus le danger et la difficulté que ça met sur les personnages. Il y aurait un intérêt scénaristique sur les personnages, ok, là tu le sens pas vraiment, donc ça fait juste un contexte assez mou. Et c'est sans doute là-dessus que le tome perd pas mal de points. Enfin, j'ai lu le volume 32 de One Punch Man. Je commence ma mini-critique en disant « ça traîne aussi, hein ». Mais c'est One Punch Man, ça fait un moment que le rythme est particulièrement lent et pas très passionnant. Le début de la grande partie sur la guerre contre les monstres qui a commencé... c'est au volume 7 le combat contre Boros ou au volume 9? C'est bien au volume 8, bien joué à moi. Qui commence la guerre contre l'association des monstres. C'était lent, oui, mais bon bah l'introduction des sujets, sur ce qui fait un vrai héros, qu'est-ce qui différencie un monstre d'un héros, la présentation de Garo, l'avancée des rangs S, et il y avait pas mal de sujets, et c'était plutôt intéressant. Mais maintenant, ça fait 25 tomes qu'on a ces sujets en fond, pour une intrigue qui avance très lentement. Du coup maintenant, ben c'est moins intéressant, on a moins de trucs à se mettre sous la dent, moins de nouveautés, et c'est juste des combats très longs en boucle, avec des personnages dont on a plus grand chose à foutre. C'est pas un grand kiff One Punch Man. Je continue parce que j'arrête pas mes séries, mais s'il y en avait que je devais arrêter, elle en ferait partie à coup sûr, parce qu'il n'y a pas eu spécialement de moments où j'ai particulièrement aimé. Alors One Piece, oui, tu vois, j'arrêterai pas, parce qu'il y a eu
une immense majorité du temps où j'ai beaucoup apprécié. Voilà, ce volume-là, on a le droit à un duo entre Batman et Garou, qui est agréable à suivre. C'est littéralement les 2 premiers qui se sont affrontés quand Garou est apparu. Donc aïe, c'est logique qu'en conclusion de l'histoire qui s'approche, ils arrivent à faire équipe, à mettre leurs dissensions de côté, à bosser ensemble. Donc comme c'est logique, tu pas non plus en mode: «Ouah, trop bien, ça va arriver», mais ça reste sympa à voir et bien mené, donc on prend. Garou est un personnage, très mal construit, parce que on nous met un flashback, dans ce volume-là, selon lequel il voulait faire le malin à l'école martiale de son maître, mais il n'avait pas réussi à casser toutes les tuiles en un coup de main là, le truc, classique du karaté et il bat un gros monstre 2 pages après, où il arrive à le casser, en entier et donc à le tuer. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche un setup payoff. Pour que ça soit payant, il faut que ça ait été mis, avant. Genre, vraiment avant. Comme le duo avec Batman. Là, c'est 2 pages avant, on en a pas grand chose à foutre qu'il arrive à couper le monstre en 100% entier. Parce que, ben, on l'a pas vu être en difficulté avec le. J'aime bien, l'idée que pas mal de héros de mauvais rang peuvent être aussi j'allais dire fort, non, aussi utiles qu'un héros de rang S. Parce que, ben, en faisant équipe, en cumulant leurs pouvoirs, ils arrivent à sauver un hélicoptère qui, contient, un civil et eux, ce qui est une chose plutôt cool à voir, même si bah du coup c'est ce qu'on avait au-dessus de l'entrée des égouts pendant un long moment, donc on est au courant, mais ça marche toujours bien. Et derrière, on a enfin le duel entre Garou et Saitama qui se lance. Alors que ça fait un petit moment que c'est teasé et que Garou a maintenant une puissance ultime, n'a plus personne pour le confronter, et le seul qui l'a vraiment mis en difficulté jusqu'ici sans pouvoir vraiment évoluer, c'est Saitama. Bon, c'est le personnage principal du manga, donc on sait que ce serait ça le duel final. Mais là, c'était mené jusqu'ici, c'était bien fait, bravo. Et en plus, ça a du sens pour conclure son parcours contre la puissance. C'est pas ce qui me hype le plus, on va pas se le cacher. Par contre, j'aime bien ce qu'il y a autour. Il y a 2 personnages qui arrivent à voir que Garou fait semblant d'être un gros monstre méchant, le petit qu'il a sauvé plusieurs fois, et Saitama. Les deux se rendent compte qu'il a bon cœur, qu'il s'enfonce juste dans la monstruosité et tout, parce que c'est une image que les gens lui ont donnée et qui fait bon je prends avec moi, et qu'en plus ça lui sert un peu dans son parcours pour avoir de la puissance. Mais tout le monde le sait, il n'est pas vraiment monstrueux. Il l'est physiquement, mais intérieurement c'est bien un vrai héros. Finalement c'est pas si pire comme volume au vu du contenu, mais je suis tellement plus dedans depuis longtemps que ça rate un peu le coche. Et bien voilà qui conclut déjà notre épisode très positif de la lumière pop de la semaine sur la semaine 39. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait quand même plaisir de le tourner, ce qui est plutôt assez étonnant avec des œuvres que j'apprécie pas spécialement. La semaine prochaine, j'espère tourner l'épisode assez rapidement pour pas être décalé comme ça. Peut-être dès le lundi, ça serait bien. D'autant plus que cette fois, il y aura 7 œuvres pour l'instant. Un comics et... Non, mais non, pas du tout. 2 comics et 5 mangas. Donc, à voir quand est-ce que j'enregistrerai ça. Et sinon, ça fait un petit temps que je tease les lives. Là, techniquement, j'ai un peu le temps en ce moment. Il y en a pas plus que ça. Mais bon, c'est comme d'hab. Le moment de se lancer est compliqué, mais une fois dedans, j'aurai le rythme, j'aurai envie. Et ça me fera kiffer. Juste, pour se lancer, c'est compliqué. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. Sinon, pas grand chose de spécial, je crois, à attendre cette semaine. Petit rappel, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode, ce que vous avez découvert récemment. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Peut-être entre les deux en live. Quel teasing jamais vu et super bien mené jusqu'ici. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, à comme bientôt.